Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo en physique-chimie sur le bilan du thème numéro 1, organisation et transformation de la matière. Alors donc le thème numéro 1, c'est quoi concrètement? C'est un thème où justement on parle des mélanges, des corps purs, des états de la matière, des grandeurs physiques comme la masse, le volume et la température, ok, et on y parle également de transformation physique, chimique, etc., etc. Ok. Bon, nous sur nos vidéos, ça voulait dire quoi? Eh ben, ça voulait dire, pardon, que on partit de la première vidéo, c'est-à-dire quand j'ai parlé des transformations, des mélanges et des corps purs, jusqu'à la dernière vidéo où je vais parler comment on distingue mélange, transformation physique et transformation chimique. Ok. Donc c'est ça tout le thème numéro 1 pour nous en vidéo. Ok, et justement, je voudrais qu'on fasse un petit bilan, ok, que je viens d'écrire, justement sur ce thème-là, ok, parce que c'est bien beau d'apprendre des choses, mais il faut également essayer de les retenir, ok. Donc le bilan, qu'est-ce qu'il faut en retenir concrètement? Et bien justement, il faut retenir d'abord ce que c'est qu'un mélange et ce que c'est qu'un corps pur, ok. Donc un mélange, je rappelle, c'est une association de plusieurs substances, alors qu'un corps pur, eh ben, il est composé d'une seule substance, ok. Alors, il faut également se rappeler des différents types de mélanges. Donc là, je t'ai fait plusieurs schémas que je vais commenter d'ailleurs. Alors moi, je fais des schémas pour aller un peu plus vite et pour éviter des longues explications que par moment on ne comprend pas toujours. Mais bien évidemment, je vais t'expliquer un peu ces schémas. Donc voici deux schémas. Donc les deux premiers schémas, ce sont des mélanges, ok. Ça raconte justement des mélanges entre un liquide et un autre liquide, ok. Donc là, dans le premier cas, on a mélangé du sirop avec de l'eau, ok. Donc au départ, ça nous donne ceci, ok. L'eau qui est toujours en dernière et le sirop qui est en haut, ok. Ensuite, lorsqu'on mélange les deux, après on obtient, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient un mélange homogène. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est qu'un mélange homogène? On peut le rappeler, c'est un mélange où on ne voit pas les constituants, ok. Et donc là, justement, dans ce cas-là, vu que ici, on a obtenu un mélange homogène, ça veut dire que l'eau et le sirop se mélangent et donc on dit qu'ils sont miscibles. Ok. Donc je le répète, là on part du sirop et de l'eau. Lorsqu'on a mélangé le sirop et l'eau, on obtient un mélange homogène et l'eau et le sirop sont dits miscibles. Bon, alors deuxième cas où on mélange toujours deux liquides, mais cette fois-ci, on n'obtient pas le même résultat. Donc là, on a mélangé de l'huile avec de l'eau, ok. L'eau est placée en dernière par effet de densité, parce que l'eau est plus lourde que l'huile. Alors là, je ne sais pas si je t'avais montré cette petite photo. Donc voici la petite photo, ok, qui illustre bien cet effet de densité, ok. Donc malgré le fait qu'on ait mélangé justement d'abord l'huile et après l'eau, comme on peut le voir justement, l'huile par effet de densité, encore une fois, remonte en haut parce que l'huile est moins lourde que l'eau, ok. Justement, l'eau étant plus lourde que l'huile, dans ce cas-là, elle restera toujours en bas, ok. Bon, je crois t'avoir déjà montré en plus cette photo, mais ça fait rien, ça fait juste un petit rappel, ok. Donc une fois que nous avons mélangé l'huile et l'eau, tout simplement, on obtient en fait le même résultat, ok. Donc, comme je disais, une fois qu'on a mélangé l'huile et l'eau, on obtient en fait le même résultat qu'au départ. L'huile toujours en haut et l'eau toujours en bas. Encore une fois par effet de densité. Et donc, du coup, on obtient un mélange hétérogène. On peut rappeler d'ailleurs qu'est-ce que c'est qu'un mélange hétérogène. Un mélange hétérogène est un mélange justement où on voit les constituants. Ok. Et vu qu'on a obtenu un mélange hétérogène avec deux liquides, on dit que l'huile et l'eau sont non miscibles. Ok. Bon, alors maintenant passons à deux autres cas, voyons deux autres cas. Donc là, cette fois-ci, on a mélangé de l'eau avec du sable, c'est-à-dire un liquide plus un solide. Le sable va se mettre au fond du récipient, de notre tube à essai en l'occurrence, voilà, par effet encore une fois de densité. Et donc là, une fois qu'on mélange bien l'eau et le sable, voilà, tac, 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 on obtient à la fin toujours le même résultat qu'au départ, en gros, le sable toujours au fond du récipient et l'eau en haut du sable par effet de densité encore une fois, ok. Et donc là du coup on obtient un mélange hétérogène, c'est-à-dire un mélange où on ne voit pas, un mélange où on voit les constituants, ok.
Et donc, vu qu'on obtient un mélange hétérogène, mélange où on voit des constituants, avec un liquide plus un solide, de ce cas-là, on dira que l'eau et le sable sont non solubles, ok, pour ceux qui veulent vraiment rien apprendre, ou pour ceux qui veulent apprendre quelque chose et qui ont envie de retenir un bon petit mot scientifique, et ben on dit également insoluble, ok. Bon, j'ai rarement dit insoluble, mais après, si vous voulez dire non soluble, ça passe également. Bon, alors maintenant passons au quatrième cas, où on a mélangé de l'eau avec du sel, ok. Donc, au départ, on a le sel qui se glisse au fond, encore une fois, par effet de densité, et après, l'eau qui est toujours en haut, ok. Et donc, on a mélangé les deux, et donc, justement, on a obtenu un mélange homogène, c'est-à-dire un mélange où on ne voit pas les constituants, ok. Et donc, vu qu'on a obtenu un mélange homogène avec un liquide plus un solide, et ben dans ce cas-là, on dira quoi? Que l'eau plus le sel, d'ailleurs on dit eau salée, pour ceux qui veulent se simplifier la vie, et ben sont solubles, ok. Petite remarque, pour séparer les constituants d'un mélange, on peut utiliser différentes techniques, appelées techniques de séparation, comme la décantation, la filtration, l'évaporation ou la distillation, ok. Et plein d'autres techniques encore de séparation, ok. Bon, alors maintenant voyons quelques tests caractéristiques, ok. Bon, alors là, si ça te plaît pas sous forme de schéma, c'est simple, tu peux également aller dans le lien, ok. Normalement il y aura 3 petits liens dans la description, tu cliques sur le premier lien de la description et donc ça te ramène vers le chapitre 1. Et ensuite, normalement, au fond du chapitre 1, il y a un coin que je vais nommer coin des scientifiques ou coin des curieux. Et bah, normalement, tu verras tous les tests caractéristiques. Ok. Et normalement, tu le verras en couleur, ce qui sera un peu mieux. Bon, vu que moi j'ai dessiné et que j'ai pas décidé de faire de photocopie de ce cas-là, et bah, j'ai fait ça sous forme de schéma. Alors, pour reconnaître de l'eau, justement, et bah, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser du sulfate de cuivre anhydre. Ok. La petite chose, ok, la petite chose blanche, ok, un petit instrument blanc en tout cas, que l'on va mettre sur une coupelle, ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire avec le sulfate de cuivre anhydre? Ensuite, on va y verser quelques gouttes d'eau, ok, dessus. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bah, en présence d'eau, ok, du sulfate de cuivre anhydre devient bleu. Justement, c'est le but du test, ok? C'est que le sulfate de cuivre anhydre devienne bleu. Alors là, cette fois-ci, faisons un autre test avec le dioxyde de carbone, autrement dit CO2, ok? Donc au départ de notre tube à essai, il y a du CO2, blabla, et ensuite on rajoute de l'eau de chaud. Et après, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on aperçoit une trouble en fait, lorsqu'on mélange l'eau de chaud et le CO2, ok? Voilà, donc ça c'était pour les tests caractéristiques. Bon, maintenant voyons un autre point qui est quand même assez important sur les états de la matière. Alors donc les flèches qui sont dessinées en bleu indiquent tout simplement une baisse de la température lorsqu'on change d'état, et les flèches rouges indiquent une augmentation de la température lorsqu'on change d'état. Alors on peut le rappeler d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que les 3 états de la matière, les 3 états principaux bien évidemment, parce que il y a plein d'autres états de la matière, ok, mais en tout cas il y en a 3 principaux à connaître. Donc il y a l'état solide, l'état gazeux et enfin l'état liquide pour terminer, ok. Et la matière bien évidemment peut changer d'état, ok. Exemple, pour passer de l'état solide à l'état liquide, justement on fait ce qu'on appelle une fusion, mais dans l'autre sens, si on veut faire passer de l'état liquide à l'état solide, on réalise ce qu'on appelle une solidification. Ensuite, si on veut passer de l'état liquide à l'état gazeux, on fait ce qu'on appelle une vaporisation. Mais à l'inverse, si on veut passer de l'état gazeux à l'état liquide, on fait ce qu'on appelle une liquéfaction. Ensuite, pour terminer, et là tu vas me dire, mais c'est impossible de faire ça. Et si c'est possible, exemple pôle Nord, pour passer de l'état solide à l'état gazeux, on fait ce qu'on appelle une sublimation. Et là tu vas me dire, mais c'est pas possible. Mais si, c'est possible. Parce que justement, au pôle Nord, ce qui se passe par moment quand la glace fond, il se passe que par moment elle fasse un peu de la vapeur, ok. Dans ce cas-là, on fait ce qu'on appelle la sublimation, c'est-à-dire passer de l'état solide à l'état gazeux.
Mais à l'inverse, on peut également passer de l'état gazeux à l'état solide, ok? Il n'y a qu'à voir l'hiver, hein. L'hiver, quand tes voitures sont G, et ben justement, c'est un peu solide, ok? L'eau est un peu solide, alors qu'à la base, ce sont des gaz qui circulent, ok? Bon, alors maintenant, voyons quelques grandeurs physiques, donc des grandeurs qui sont assez importantes. Mais avant de voir ces grandeurs physiques, on va quand même noter et réaliser cette petite remarque. Lorsque tu réalises un changement d'état, ok? Justement, la masse reste constante, mais le volume, par contre, peut varier. Ok? Bon, maintenant, passons au changement, aux grandeurs physiques. Donc, alors, les diverses grandeurs physiques qu'on a pu étudier, c'était la masse, le volume et la température. Ok? Et justement, ce sont des grandeurs physiques. Ok? Et donc, là, je t'ai fait un petit tableau pour tout simplement synthétiser tout cela. Donc, la masse, tout simplement, la grandeur se note petit m, ok. Pour le volume, la grandeur se nomme grand V. Et pour la température, la grandeur se nomme T, ok. Ensuite, les unités pour la masse sont le gramme noté G ou bien le kilogramme noté kg. Pour le volume, en revanche, les unités sont le litre noté grand L, le millilitre noté ml ou le mètre cube noté m exposant 3. Ou M petit 3 si tu veux. Si tu es en cinquième et que tu n'aimes pas trop le mot exposant, tu peux dire petit 3. Ça ne dérangera pas trop, puisqu'on est en physique chimie. Par contre, si on a mathématiques, fais bien attention à ne pas dire petit 3, mais essaye d'utiliser les mots mathématiques. Exposant 3 par exemple. Ok? Et pour la température, l'unité c'est le degré Celsius, noté par un petit c, et bien évidemment, la notation comme les angles. Ok? D'ailleurs, je crois avoir déjà fait une vidéo sur ne pas confondre le degré utilisé en physique-chimie ou en SVT d'ailleurs pour mesurer des températures et le degré que tu utilises en mathématiques, noté seulement avec le petit truc comme ça que je suis en train d'entourer. Bah alors maintenant voyons quelques appareils de mesure. Donc là nous avons une balance, ok. Donc là j'ai dessiné deux balances. Donc oui, si c'est pas très bien dessiné, vous pouvez très bien me dire, c'est pas autorisé. Enfin c'est pas interdit je veux dire. Donc, comme je disais, en fait, j'ai dessiné ma balance. Alors, oui, comme vous avez pu voir, je me suis un peu corrigé parce que je me suis aperçu qu'il manquait les plateaux. Et puis, une balance sans plateau, c'est pas très logique, hein. Ok? Donc, une balance, ça sert à quoi? Ça sert tout simplement à mesurer des masses. Ok? Donc là, ici, vous avez ce qu'on appelle la balance de Roverval. D'ailleurs, nous allons le noter et on va le rajouter parce que c'est très important de connaître le nom des balances. Donc, nous allons noter cela, balance de Roverval. Voilà, donc balance de Roverval, qui a été inventée d'ailleurs au moment de la Révolution française, ok? De Roverval. Balance de Roverval. Mais aussi il y a la balance un peu plus moderne, la balance électrique ou électronique, ok? Donc là c'est la balance plutôt que tu vas utiliser généralement tous les jours, ok? Mais maintenant voyons justement comment on peut mesurer des volumes. Alors, pour mesurer un volume, justement, on utilise ce qu'on appelle des éprouvettes graduées. Justement, ce sont des appareils qui servent à mesurer des volumes. Ok, généralement, les unités sont les millilitres. Et comme tu peux le constater, bon là, c'est des petits schémas. Hein, mais voilà, comme tu peux constater, il en existe plusieurs sortes et de plusieurs tailles. Ok. Alors, maintenant, voyons aussi le thermomètre. Donc, le thermomètre, justement, c'est un appareil qui sert à mesurer une température. Donc là, je représentais un thermomètre à alcool. D'ailleurs, je vais l'approcher un tout petit peu pour qu'on puisse voir les choses. Voilà. Bon, on voit pas très bien mon thermomètre. Donc voilà, là, on peut voir quelques températures. Voilà. Donc là, on voit un 0 ici, un 4, un 6 et un 12 ici. Ok, et la température est exprimée en degrés Celsius. Ensuite, faisons un point entre maintenant les diverses transformations, comme on a pu le voir dans la dernière vidéo. Donc alors il en existe diverses, ok? Les transformations chimiques, transformations physiques et les mélanges. Donc justement un mélange c'est quoi? C'est une association de plusieurs substances. Une transformation physique c'est tout simplement un changement d'état en fait. Et une transformation chimique c'est quand tout simplement lors d'un mélange, donc là elle se fait seulement lors d'un mélange, et il apparaît de nouvelles substances qu'on appelle les produits, ok, et les substances qui étaient présentes avant, on appelle cela des réactifs.
ok. Donc alors également il faudra retenir qu'est-ce que c'est que le pH et comment ça se mesure justement. Et donc le pH est une grandeur, ok, qui se mesure avec un pH mètre ou du papier pH, ok. Ces valeurs vont de 0 à 14, ok, et il permet de mesurer l'acidité ou la basicité d'une solution, ok. Donc quand une solution a un pH compris entre 0 et 7, il s'agit d'une solution acide. Quand la solution a un pH égal à 7, il s'agit d'une solution neutre. Et quand une solution a un pH compris entre 7 et 14, il s'agit d'une solution basique. Donc là, exemple de solution acide d'acide chlorhydrique qui a un pH 3. Solution neutre, c'est l'eau, ok, qui a un pH égal à 7. Et la soude, qui est une solution basique avec un pH de 10. Donc là, faut faire très attention par moment, justement, quand on utilise certains produits, car ils sont dangereux pour l'homme et pour l'environnement. Donc il faut les manipuler avec précaution, mais on peut également les diluer pour limiter leur danger. Alors là, dernière partie, ok, qu'il faut retenir également, mais qu'on n'a pas parlé dans un cours, mais on a parlé de cela dans un live, ok. Donc c'était le live numéro 3, ok, en physique chimie. Et donc je t'avais montré justement une petite animation sur la composition de l'air. Donc l'air est composé principalement de diazote 78% et de dioxygène 21%, ok, comme on peut le voir sur mon petit graphique. Mais un dernier pourcent, c'est pourquoi? C'est pour les autres gaz, ok, comme le CO2. Donc CO2, qu'est-ce que c'est que le CO2? Parce que bon, c'est bien beau de dire CO2, mais il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire CO2. CO2, c'est le dioxyde de carbone, ok, et l'argon. Donc voilà, tout ça a été représenté par un graphique. Sur ce sujet, à la fin de cette vidéo, alors si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter et surtout, bonne réussite à toi en physique chimie.